107, donc j'y travaille depuis 2 ans et demi maintenant. Le 107, c'est comme tu l'as dit, Marjolaine, est basé à Lyon. On est une association. Aujourd'hui, on compte 5 salariés. Et notre mission, c'est d'accompagner la création ou le développement de projets à impact social ou environnemental. Et notre manière de travailler, qui est un peu particulière, c'est de réunir des grandes entreprises, des collectivités, des institutions publiques, des entrepreneurs sociaux, des associations, pour faire émerger des collaborations et pour imaginer ensemble des nouvelles solutions qui répondent à des problématiques du territoire. Donc, on peut travailler aussi bien sur des enjeux d'insertion professionnelle, de handicap, d'énergie, de précarité énergétique, de déchets du BTP, par exemple. Moi, je travaille là-dessus aussi. Donc voilà, on peut travailler sur toutes ces thématiques de manière ciblée ou de manière un peu élargie. Voilà en quelques mots pour le 107. Et moi, je coordonne plus particulièrement un programme qui s'appelle le programme Accélération et que je vous représente un peu plus en détail juste après. Super, merci Lucie. Inde, est-ce que tu peux aussi te présenter et présenter la structure que tu as cofondée qui s'appelle Faciligo? Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je suis Inde Emad, cofondatrice de Faciligo. Faciligo est le premier réseau d'entraide entre voyageurs dans tous les transports. Il s'agit d'une plateforme qui connecte des voyageurs pour s'entraider lorsqu'on a un frein dans sa mobilité pour des raisons pratiques, physiques ou financières. Il suffit de se connecter avec un voyageur qui effectue le même trajet à pied, en voiture, en transport en commun ou en train et en avion, pour pouvoir être accompagnés. Donc, la cible de nos utilisateurs, ce sont les personnes à mobilité réduite au sens large, des enfants, des personnes invalides temporaires, des personnes en situation de handicap ou encore des seniors qui, 9 fois sur 10, dépendent de leur famille et leurs proches pour se déplacer. Donc, nous avons développé cette plateforme il y a 3 ans. On a identifié un besoin qui émane du marché. J'avais une première société dans l'aide à la personne et le maintien à domicile des personnes âgées. Et ce sont ces clients qui m'ont demandé s'il existait une solution pour être accompagné sur un voyage longue distance et pour ne pas dépendre de sa famille. Vu le coût et le temps nécessaire pour pouvoir prendre en charge un membre de sa famille, l'idée est venue tout de suite, un peu sur le principe du covoiturage, mettre en relation des voyageurs pour s'entraider avec 2 particularités, faire un acte citoyen solidaire à travers cette action et voyager moins cher. Merci Inde. Lucie, tu parlais justement du programme Accélération. Est-ce que tu peux nous présenter plus en détail, nous parler de son objectif et faire un focus sur la brique qui est Alliance innovante? Ouais. Tout à fait. Donc, le programme Accélération, c'est un des volets d'activité du 107. Dans ce volet-là, on accompagne en fait le développement de projets d'entrepreneuriat social. On accompagne des projets qui ont plus de 2 ans d'existence. Donc, c'est des projets qui sont déjà assez matures. Et l'objectif de cet accompagnement-là, c'est de consolider le modèle économique des projets. Et plus particulièrement, on axe sur la stratégie de partenariat à travers la mise en relation avec des grandes entreprises du territoire. Donc, en fait, nous, notre objectif dans ce programme d'accompagnement qui est assez classique par ailleurs, hein, vous avez de l'accompagnement individuel, collectif, etc., comme dans un incubateur un peu classique. L'objectif, c'est vraiment de favoriser la création de liens entre entrepreneurs sociaux et grandes entreprises. Donc nous, en fait, le 107, on se positionne un peu comme un acteur neutre entre ces acteurs-là, comme un tiers de confiance, pour encourager la rencontre et favoriser vraiment l'interconnaissance entre des entrepreneurs sociaux et des salariés d'entreprise. Donc ce volet que tu mentionnais, le volet Alliance innovante, il a vraiment pour objectif de poser un cadre en fait un peu privilégié durant lequel on va mettre sur un même pied d'égalité en fait autant que c'est possible des entrepreneurs sociaux et des salariés qui viennent des départements RSE, qui travaillent en marketing, qui peuvent travailler aussi dans les départements innovation des grandes entreprises. Et en fait, ce qu'on leur donne, c'est concrètement, c'est du temps, c'est un espace pour échanger et pour se dire, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire ensemble et si ce n'est pas le cas, parce qu'on n'est jamais sûr que ces échanges-là, ils débouchent sur des partenariats, c'est aussi d'accompagner les entrepreneurs sociaux pour progresser dans la manière dont ils abordent les grandes entreprises et dans la manière dont ils peuvent travailler avec elles. Donc, concrètement, c'est des sessions de travail. Mais l'objectif, c'est de donner ce cadre et ce climat de confiance qu'on n'a pas forcément quand on rencontre des partenaires privés en tant qu'entrepreneur social dans un cadre différent. Donc voilà, c'est ça l'objectif du programme Accélération. Et concrètement, on accompagne 8 entrepreneurs par an. Donc c'est assez classique, c'est par promotion.
Ok, super. Merci beaucoup, Lucie. Inde, justement, tu as participé à un de ces programmes et depuis, tu as pu commencer un partenariat avec la structure. Est-ce que tu peux revenir sur ton expérience et également, enfin ton expérience dans ce programme, mais également parler de comment est né ton partenariat avec Keolis. Tu peux peut-être d'ailleurs préciser qu'est-ce qu'est Keolis pour les personnes qui n'habitent pas sur Lyon et qui ne connaîtraient pas. D'accord. Alors, Keolis est une filière du groupe SNCF qui travaille sur les transports en commun dans les villes, dans les collectivités, auprès des collectivités, donc qui répondent à des appels d'offres pour gérer les transports urbains de la ville. Euh, alors, pour la petite histoire, nous avions été accélérés par SNCF Développement juste avant, qui nous avait permis d'identifier justement qui était Keolis, ce qu'il faisait. Et lorsque à Lyon était organisé un groupe de travail par Keolis autour de la réflexion pour améliorer l'accessibilité et la mobilité, je m'étais inscrite pour pouvoir apporter des éléments de solution liés à ces problématiques. Et là, donc, j'ai rencontré les membres du 107 qui étaient, le 107 était en cours d'ouverture ou d'ouverture prochaine. Et j'ai pu sympathiser avec ces membres, me rapprocher de Keolis à ce moment-là et proposer la solution que l'on apportait à travers Faciligo. Dès que le 107 a ouvert et a lancé son programme d'accélération, j'ai été contactée par Ronalpia, qui était aussi dans le groupe de travail. Et donc, j'ai pu intégrer la première promotion avec le 107. C'était une superbe expérience parce que du coup, j'étais entourée de personnes expertes dans leur domaine, que ce soit lié à l'entrepreneuriat ou la mobilité, les transports. Et comme Keolis faisait partie de cette première, édition auprès du 107, une personne a été désignée pour être le parrain. En fait, il y avait pour chaque entreprise, chaque entrepreneur accompagné, un parrain d'un grand groupe qui pouvait trouver des affinités à travers les solutions qui étaient apportées. Donc, on a commencé par ce biais durant 1 an à travailler en étroite collaboration et avec le 107 et Keolis. On a pu du coup découvrir quels étaient les besoins sur le territoire en termes d'accessibilité et de mobilité, puisque moi j'étais vraiment sur ce sujet-là. Et après 1 an à peu près d'accompagnement, on a pu définir un premier contrat de convention de partenariat avec Keolis pour pouvoir déployer la solution. À peu près 1 an et demi après, Faciligo était déployé sur tout le réseau de transport de Keolis avec le réseau TCL. Voilà pour la petite histoire. Merci Inde. Lucie, au sein justement de votre programme, on peut retrouver plusieurs types de partenariats comme celui que Inde a pu faire avec Keolis. Est-ce que tu peux nous présenter tous les types de partenariats ou d'alliances qui sont mis en place et nous donner des exemples de ce type de partenariat ? Oui, carrément, je vais vous partager quelques exemples. Déjà, en introduction, c'est de se dire que, en effet, il peut y avoir plusieurs types de partenariats. Ça peut aller de la simple mise en relation à l'alliance innovante. On parle parfois de créer une structure à part. Nous, ce qu'on encourage déjà dans un premier temps, c'est de se dire est-ce qu'il y a des prestations qui peuvent se mettre en place, et ensuite de voir s'il y a des projets partenariaux qui peuvent émerger. Mais c'est déjà de faire un premier contact. C'est important parce que je pense qu'on le redira par la suite, mais comme tu l'as un peu laissé entendre, Inde, les partenariats prennent beaucoup de temps avec les grands groupes. Donc, je vais vous partager quelques exemples. Juste une petite seconde, comme ça, je vais partager mon écran. Oula. Bon, ça ne marche pas. Est-ce que tu as besoin... J'ai fait les mises à jour sur mon ordinateur, donc c'est pas grave. Je vais faire sans écran. Je vais juste vous donner quelques exemples. Donc, pour parler d'un exemple un peu classique de prestation, on va dire, on a accompagné en 2018 Enactus. Je pense que vous les connaissez. Ils encouragent l'entrepreneuriat social dans les lycées, puis dans les universités. Ils ont une autre branche un peu plus pro. Et eux, ils ont travaillé avec Veolia, par exemple, pour organiser un créaton à destination de tous les apprentis du campus Veolia à Lyon. Donc, Veolia, ils ont plein d'apprentis qui ont fait travailler sur des problématiques un peu de RSE. Et c'est Enactus qui a organisé tout ce créaton. Donc, c'est une sorte de hackathon sur 2 jours.
Ça, c'est une prestation qui a été réalisée l'année dernière. Donc, c'est dans ce cadre-là c'est dans le cadre du programme Accélération que Enactus et Veolia ont pu consolider un peu une relation qui était déjà existante, puisque c'est le cas aussi, il y a souvent des entreprises et des entrepreneurs sociaux qui se connaissent déjà. Et en fait, là, le programme, il permet aussi on va dire, d'approfondir un peu la connaissance, de se faire plus confiance, de mieux se connaître, etc. Donc ça, c'est un exemple un peu classique de prestation. Il y en a eu d'autres. Un exemple un petit peu différent, il concerne Bouygues Immobilier et Signe Formation. Donc, Signe Formation, c'est une école du numérique pour des étudiants sourds. Et là, l'objectif, ça a été d'imaginer entre Bouygues et Signe Formation une nouvelle offre. En fait, Signe Formation avait l'objectif de se diversifier un peu, de ne pas proposer uniquement des formations à destination de ses étudiants, mais de voir comment on pouvait mettre les compétences des étudiants à destination aussi des entreprises. Donc, je vous explique un petit peu. Le principe, c'était de voir comment des étudiants sourds, de par leurs particularités et leurs compétences en web design, pouvaient améliorer, on va dire, la communication externe de Bouygues Immobilier en la rendant un petit peu plus inclusive. C'est-à-dire que sur les supports, sur les vidéos, etc., tout ça, c'est des supports de communication qui ne peuvent pas s'adresser aux populations sourdes. Donc, en fait, on a testé un format d'atelier où les étudiants ont challengé en quelque sorte les supports de com de Bouygues Immobilier en disant moi en tant qu'étudiant, en tant que sourd, je le comprends pas. Tous les vidéos, si elles sont pas sous-titrées ou si c'est des sous-titres automatiques, je ne les comprends pas. Les jeux de mots, par exemple, je ne les comprends pas. Donc ça, c'est un format qu'on a testé entre ces deux structures-là que nous on a encadré au 107, puis qui a vocation à se répliquer avec les équipes plus communication basées à Paris de Bouygues Immobilier. Donc ça, c'était un peu un format test. Je peux vous parler également d'un autre projet qui est né, on va dire, en 2018, qui est porté par les Clés de l'Atelier. C'est un centre de formation pour des personnes éloignées de l'emploi dans le secteur du bâtiment. Et eux, ils avaient pour objectif de développer un bus mobile qui se déplacerait dans les quartiers prioritaires pour, on va dire, faire des ateliers autour de la précarité énergétique et puis aider les habitants à faire eux-mêmes leurs petits travaux de rénovation. Donc, c'est un bus un peu, comment on dit, témoin, quoi, où tu peux t'entraîner dedans à réparer ton évier, à refaire de la peinture, etc. Donc ça, c'est un projet qui porte depuis 2018 et aujourd'hui, en ce moment même, Keolis a mis à disposition un bus du coup, pour les Clés de l'Atelier, qui est en train d'être rénové par les Clés de l'Atelier dans les locaux de Keolis. Et c'est un projet qui est également soutenu par Enedis et qui sera aussi, pour lequel Veolia est également intéressé, puisque ça traite des sujets de précarité énergétique. Et donc, il y a un fort intérêt des structures comme Enedis et de Veolia de voir comment on peut accompagner les gens à mieux payer leurs factures et à réduire leur consommation d'énergie. Et un autre projet, ce que j'aime bien parce que c'est un projet un peu multipartenarial, même si aujourd'hui il n'a pas abouti encore, c'est un projet sur lequel on travaillait Webforce 3. Donc c'est un peu comme Simplon, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pareil, c'est une école du numérique pour des personnes éloignées de l'emploi. Webforce 3, Singa et Tissu Solidaire, c'est des structures qui encouragent l'insertion de personnes réfugiées. Et puis des grandes entreprises comme Bouygues Immobilier, Veolia et Enedis, où l'objectif c'était de voir comment est-ce qu'on peut favoriser l'insertion professionnelle des personnes réfugiées. Donc créer un peu un parcours d'insertion qui met en relation également des salariés d'entreprise avec des personnes qui ont le statut de réfugié, en se disant que l'insertion professionnelle, elle passe aussi par l'apprentissage des codes de l'emploi en France. Donc voilà, ça c'est un projet qui est intéressant parce que c'est un projet pour lequel on a déposé un dossier de subvention auprès de la métropole. En fait, il va être un peu transformé, on travaille dessus sous d'autres modalités, mais voilà, c'est ce type de piste qui peut émerger aussi pendant ces sessions de travail, ou en tout cas dans ce cadre-là. Voilà pour quelques exemples. Merci beaucoup, Lucie. Justement, tu parlais de Veolia, Bouygues Immobilier, Keolis, Enedis. Ces entreprises, ces grandes entreprises, comment le 107 les identifie, les sources, et comment vous allez les chercher, comment vous les mobilisez, quels arguments vous donnez, enfin voilà, comment vous arrivez à les mobiliser pour venir faire des projets avec des entrepreneurs sociaux? Alors, tout à fait, oui. Il y a un peu deux approches pour nous quand on mobilise des grandes entreprises. Comme je vous l'ai dit en tout début, parfois on travaille sur des projets qui sont thématiques. Donc moi, par exemple, je travaille sur l'économie circulaire et le BTP, où là, l'idée, c'est de prendre une problématique du territoire
et de réunir ensuite un collectif avec des grandes entreprises, des entrepreneurs sociaux, etc. Donc moi, par exemple, la problématique sur laquelle je travaillais, c'est comment on fait pour réduire les déchets du BTP sur le territoire de la métropole de Lyon. Quand on a une thématique comme ça, une problématique un peu identifiée, on va aller chercher des grandes entreprises par secteur. Donc, nous, on est allé chercher Saint-Gobain, Eiffage, etc. En leur disant, venez participer à un projet de territoire. Eux, ça les intéresse pour diverses raisons que je vais vous détailler après. Mais dans ce cas-là, c'est plus thématique. C'est pas forcément plus facile, mais voilà, c'est la manière dont on procède. Et l'autre approche, c'est plus celle du programme Accélération, où là, c'est multithématique, puisqu'on a des entrepreneurs sociaux qui travaillent sur plein de secteurs d'activité différents. Et dans ce cadre-là, les partenaires qu'on a, c'est des partenaires qu'on a plutôt de longue date, qui sont là depuis le début du projet du 107, qui nous soutiennent et qui sont des structures qui sont très ancrées en fait, territorialement parlant, puisque je vous ai parlé de Veolia, Enedis, on a un bailleur social également. Donc ça fait partie aussi de leur mission de travailler avec le territoire. Et plus généralement, un élément que je voulais vous partager aujourd'hui, donc je t'enverrai peut-être les slides après, Marjolaine, pour que tu les envoies, c'est qu'on a travaillé avec les entreprises qui sont partenaires du 107 à identifier justement les raisons qui font qu'elles travaillent avec nous et les raisons qui font qu'elles veulent développer leur stratégie d'innovation sociale. On a travaillé là-dessus notamment aussi avec Veolia. Et il y a quatre leviers qui font qu'elles sont présentes aujourd'hui, qu'elles veulent s'investir. Je peux vous les citer, puis on pourra peut-être en reparler après, mais il y a le fait que les entreprises aient besoin de répondre à des besoins internes qui ne sont pas couverts aujourd'hui dans leur entreprise. Ça peut peut-être être le cas de Keolis, par exemple, dont tu parlais tout à l'heure, c'est proposer un autre service à leurs salariés qui ne sont pas capables de faire sans l'appui d'une structure qui a un impact social ou environnemental. Il y a pour deuxième élément, il y a le fait de se différencier, notamment sur les appels d'offres publics. Donc là, on y a pas mal travaillé avec Bouygues Immobilier notamment, parce qu'eux répondent à beaucoup d'appels d'offres publics et les critères sociaux et environnementaux sont en train de s'élever. Donc c'est comment est-ce qu'on va aller se différencier par rapport aux autres en proposant des solutions en sourçant en fait des entrepreneurs sociaux. Donc il y a une vraie notion de sourcing aussi pour eux qui est importante et qui veulent adhérer à des projets un peu collectifs. Il y a renforcer les ancrages territoriaux. Après, nous, on a des entreprises qui sont très ancrées, mais comme je l'ai dit, il y en a d'autres parfois qui sont des filiales. On travaille avec 2EI notamment, qui est un bureau d'études de Veolia, où l'idée, c'est de mieux connaître aussi les partenaires à côté parce qu'on leur propose, au-delà de ça, c'est de travailler entre grandes entreprises. Donc, il y a l'idée aussi de mieux se connaître entre grandes entreprises. Et dernière chose, c'est le fait d'impliquer des collaborateurs sur des projets impact social, les faire monter en compétences en travaillant avec parfois des startups qui ont des modalités de travail, on parle beaucoup d'agilité, etc. C'est vrai. Il y a aussi des méthodes de travail qu'on gagne à travailler avec des entrepreneurs sociaux. Et au-delà de ça, il y a un aspect un peu RH, RSE. Je pense que vous le savez, mais tout ce qui est un peu mécénat de compétences, les journées de solidarité, tout ça, c'est des choses que les entreprises développent pour garder les talents, etc. Ça, c'est quelque chose qui est assez présent chez Sanofi, par exemple. C'est développer cet aspect un peu bien-être au travail en proposant à leurs salariés de s'impliquer sur des projets autres, même si ça fait partie en général de leur stratégie RSE. Donc voilà, c'est en analysant un peu ces différents éléments-là. C'est utile pour nous, c'est ce qu'on fait quand on va chercher les entreprises, puis c'est utile pour elles de se positionner également, puis ça peut être utile aussi pour vous de se dire, quand on va chercher un partenaire, comment elle se positionne par rapport à ces éléments-là. Voilà. Super intéressant, merci Lucie. Justement, Inde, toi, je sais qu'après ton partenariat avec Keolis, tu as pu développer de nouvelles alliances, notamment Transdev. Comment toi, par rapport au 107, comment toi tu vas identifier et comment tu vas chercher et aborder ces grandes entreprises? Alors, il y a différentes façons de les cibler, par exemple lors d'événements, lors de salons, pouvoir aller les rencontrer pour un premier contact et présenter sa solution. Nous sommes également référencés à l'Union générale des achats publics, ce qui permet également de donner de la visibilité de notre solution. Et ils sont aussi en veille sur les solutions qui peuvent apporter une meilleure qualité de prestations rendues auprès des bénéficiaires ou des personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Et donc, ils nous contactent directement. C'est le cas de plusieurs agences
Par le biais également de concours, lorsqu'on remporte des concours liés à la mobilité, au transport ou à la ville intelligente, eh bien, c'est relayé dans les journaux, les médias, et on a été ciblé par quelques agences comme ça qui nous ont identifiés. À partir de là, l'idée, c'est vraiment de pousser toutes les portes, et il y en a une forcément qui répond positivement. Mais pour l'histoire avec Transdev, en fait, comme on est basé à Montpellier, et avant d'avoir participé au programme d'accélération du 107, comment dire, Transdev est un exécutant de la collectivité. Donc, on a soit le transporteur, soit les collectivités qui gèrent la question des transports. Et donc, ils nous avaient déjà contactés parce qu'identifiés sur le territoire de la métropole de Montpellier. Donc voilà, donc comme chaque agence dans chaque ville est indépendante, il faut adresser chacune par la bonne porte, je dirais, et, et augmenter les chances en fait de se rendre visible. Par exemple, avec la région Île-de-France Mobilité, nous avons pu donner de la visibilité à notre solution auprès à plus d'une centaine d'agences Transdev, grâce à un prix que la région nous a donné. Et à partir de là, eh bien, on diffuse notre solution. D'accord, super. Merci beaucoup, Inde. Une question à toutes les deux. On vient de parler de comment on aborde les grandes entreprises. Maintenant, ma question, c'est plutôt en général, plus éloigné. C'est quoi les grandes étapes pour élaborer une stratégie de partenariat avec une grande entreprise, de la prise de contact jusqu'à la signature du contrat? Pour vous, c'est quoi les grandes étapes? Alors, je ne sais pas si Inde, tu veux commencer. Oui. Alors, en ce qui concerne les transports et la mobilité en général, chaque territoire a ses spécificités, a ses besoins, et sur chacun de ces territoires, il faut identifier auprès de l'acteur de transport finalement quelle est la problématique auquel il veut répondre et il souhaite répondre. Et à partir de là, adapter notre propre solution à ce territoire et contribuer à la co-construction du maillage et du développement de la solution. Alors, la particularité, c'est qu'aujourd'hui, on apporte une solution numérique donc qui peut optimiser le couple qualité-coût pour les collectivités ou les transporteurs, apporter du bien, comment dire, du mieux vivre aux usagers des transports, etc. Et donc, l'idée, c'est vraiment mettre en évidence la nécessité de réduire la fracture du numérique auprès des populations cibles, à savoir les seniors ou les personnes en situation de handicap. Donc, c'est vraiment un travail qui va prendre du temps, qui va nécessiter une vraie collaboration, une vraie construction avec les spécificités liées au territoire pour pouvoir petit à petit cheminer vers un impact positif lié à la mobilité et au mieux vivre des concitoyens. L'autre grande étape, ce serait de favoriser, nous on a la méthode agile, on travaille vite, etc. On n'est pas une structure aussi importante et on n'est surtout pas, limité par les décisions plus politiques auxquelles sont contraints ces acteurs des transports. Donc, il faut savoir aussi prendre son mal en patience. Ce sont des process qui sont très longs, qui nécessitent d'avoir suffisamment de visibilité en tant que jeune entreprise ou pour pouvoir savoir comment placer ses billes et réussir à générer cet impact tant recherché. Merci, Inde. Lucie, tu veux compléter? Oui, je pense que tu l'as bien montré, Inde, mais c'est vrai que la stratégie de partenariat, elle est aussi propre à chaque structure. Nous, un des éléments qu'on fait travailler aux entrepreneurs sociaux, sur lequel on les appuie, c'est tout ce qui va concerner la proposition de valeur. Donc, être bien au clair avec la proposition de valeur que tu as cité, toi, pour ton cas, Inde. C'est vraiment être bien sûr de comment vous vous différenciez, ce que vous apportez aux entreprises. Et à partir de là, la stratégie, elle est propre à chacun, mais c'est vraiment... je sais que c'est pas évident parce que quand on est un peu dans le rush, etc., parfois on n'a pas le temps de se poser et de bien réaffirmer mes valeurs, c'est quoi mon BMC, mon business model Canva, c'est quoi, qu'est-ce que je vais chercher, quelles sont mes cibles, comment je les différencie, etc. C'est un peu du travail de fond qu'on n'a vraiment
pas souvent le temps de faire quand on lance et quand on se dit il faut faire du chiffre, etc. Donc, moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment de prendre ce temps, parce que tout ce qui est un peu stratégique et de côté, en fait, il vous servira plus tard, même si je sais que c'est compliqué de prendre le temps, voilà, de se poser, mais de travailler en équipe ou seul sur ces questions-là de proposition de valeur, d'être au clair sur ce que vous apportez aux entreprises, c'est hyper important. Et puis après, c'est comme tu l'as dit aussi, c'est comprendre les besoins de l'entreprise avec lesquelles vous allez travailler, et puis identifier les contacts clés, sachant ça peut être aussi intéressant de se dire que chaque personne d'une entreprise que vous rencontrez peut être ambassadeur de votre projet. Ça ne va pas forcément être le décisionnaire, donc c'est ça qu'il faut bien distinguer, c'est de se dire une personne que vous allez rencontrer, il ne faut pas perdre trop de temps avec elle si vous sentez que ce n'est pas la personne qui va décider à la fin. Pour autant, c'est toujours des personnes qui peuvent parler de votre projet. Nous, on travaille avec des gens qui ne sont pas forcément décisionnaires, qui sont plus opérationnels au sein des entreprises, mais on sait qu'elles peuvent faire des mises en relation, faire remonter des idées, etc. Donc, c'est bien de distinguer voilà, les décideurs, entre guillemets, des ambassadeurs au sein des entreprises. Okay, tout à fait. Si je peux me permettre d'ajouter, c'est vraiment identifier le besoin spécifique à l'entreprise pour pouvoir et adapter notre solution. C'est à nous de nous adapter. Souvent, l'erreur, c'est d'amener sa solution, de l'imposer. Et donc là, la collaboration va être plus compliquée parce qu'en effet, il y a plusieurs interlocuteurs. Les décisions sont plus haut au niveau politique. Donc, c'est identifier là où ils ont mal quelque part, pour pouvoir apporter sa solution, la tourner de la meilleure façon que ce soit. Et être patient et identifier les bons interlocuteurs. Donc, c'est tout à fait ça. Super, merci. Je continue avec toi, Inde. Est-ce que tu aurais des conseils? Parce que parfois, ça peut être intimidant ou alors on peut avoir un certain complexe quand on va rencontrer et signer des contrats avec des grandes entreprises. Est-ce que toi, tu as des conseils aux entrepreneurs pour pouvoir parler d'égal à égal avec une grosse structure? Et aussi, lorsqu'il est question de signer un contrat, comment faire pour que ce contrat soit, on pourrait appeler ça béton, un contrat qui soit clair, net et qui ressemble à ce qu'on souhaite faire? Alors tout d'abord, il me semble que c'est un petit peu plus simple lorsqu'on porte une innovation, parce que quelque part, ils ont aussi conscience que c'est quelque chose qui nécessite un usage nouveau, qui nécessite du temps. Je dirais que pour parler d'égal à égal, encore une fois, bien avoir identifié le besoin qu'ils ont, bien mettre en face l'économie qu'ils vont pouvoir réaliser, donc parce que c'est une entreprise d'abord qui cherche à soit réduire ses coûts, soit à augmenter ses profits, et toujours mettre en évidence l'impact, donc la valorisation de notre action sur l'aspect sociétal ou social. Donc, plus ils ont une problématique qui coûte cher, qui va être sans solution, sans alternative, plus notre solution, alors si elle est innovante, va les intéresser. Et donc, à partir de là, on est déjà même si on est une toute petite structure, on est en capacité de leur apporter une valeur supplémentaire. Ensuite, je dirais qu'il faudrait s'entourer des professionnels, je pense aux avocats ou d'autres entrepreneurs qui ont pu être dans ces situations et qui peuvent nous aiguiller, nous aider à construire un contrat béton, un bon de commande, et à mettre en visibilité vraiment toute la valeur que l'on apporte, avec la promesse qu'ils pourront, eux, rediriger auprès de leurs bénéficiaires. C'est rechercher l'aspect gagnant-gagnant dans ce partenariat qui facilitera en tout cas le déploiement, selon moi, des solutions que peuvent apporter les entrepreneurs. Et aussi se différencier par notre approche et notre capacité à travailler autrement, à être disruptif. Ils ne sont pas tous forcément dans la transition numérique et on a cet avantage sur eux. Donc, ça peut nous donner un petit peu de leur montrer qu'on est en avance et qu'on leur permettra d'aller plus vite et plus loin, toujours en termes d'impact et d'économie. Super, merci. Et toi, Lucie, au niveau du 107, quels conseils vous pouvez donner à vos entrepreneurs sur ce sujet?
Forcément, c'est un petit peu plus général que ce que vient de dire Inde. Un des conseils, c'est dans la posture vraiment d'être proactif. Je pense que même si on le sait, on travaille dans un climat de confiance, on essaye de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité, il demeure encore un peu des clichés, je pense, à l'encontre des entrepreneurs sociaux, pas pour tout le monde, mais parfois, sur un peu le monde associatif de manière générale. Et pour aller à l'encontre de ces clichés, le tout, c'est d'être hyper carré et le plus réactif possible, même si c'est un peu frustrant parce que les entreprises à côté ne sont pas forcément réactives. Mais voilà, c'est d'essayer d'être au niveau et un peu irréprochable parce que forcément, il peut y avoir des jugements qui sont aussi assez durs. Donc, c'est vraiment cette posture proactive-là, de ne pas se sentir inférieur du tout. Et après, sur l'aspect plus commercial, je l'ai en tête parce qu'on a fait une formation sur le développement commercial il n'y a pas très longtemps. C'est plutôt sur le fait de bien préparer si vous avez des rendez-vous commerciaux avec des entreprises. Une des choses que j'ai gardé en tête du conseiller qui travaillait pour Capidev, c'est de se dire qu'un rendez-vous commercial, alors je ne sais pas si on l'applique tous, mais il doit se préparer pendant une demi-journée. Bon, Inde, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu appliques. Nous, les conseils qui nous donnaient, c'était évidemment d'aller regarder le profil LinkedIn des personnes, parcourir les rapports aussi RSE pour être capable de lancer des pistes. Comme tu le disais, parfois on a une idée en tête de proposition, mais en fait, il faut être capable d'ouvrir assez largement. Et pour ça, c'est un outil tout simple aussi, mais poser beaucoup de questions ouvertes et laisser parler les personnes dans les premiers rendez-vous pour essayer de bien capter ces besoins-là, de bien capter les signaux faibles. Et comme tu l'as dit, c'est de ne pas arriver et déballer son truc, parce que si en face, la personne dit non, je ne suis pas intéressée, bon, c'est un peu fin de l'entretien. Alors que si on essaye de dévier, d'ouvrir un peu à toutes les problématiques, même celles auxquelles on se dit qu'on ne peut pas forcément répondre au début, on va ouvrir plus de pistes. Donc voilà, c'est un petit peu général, mais c'est quelques conseils qu'on donne. Super intéressant, merci Lucie. À toutes les deux, j'ai une dernière question avant qu'on prenne les questions des participantes. C'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent dans le monde de l'économie sociale et solidaire. On a cité Bouygues Immobilier, Veolia, Enedis, etc., Sanofi. Quand on est une structure de l'ESS, parfois le choix de faire des partenariats avec ces grands groupes peut être problématique, surtout quand ces grands groupes ne sont pas forcément alignés avec nos valeurs ou toutes nos valeurs. Vous, quels seraient vos conseils pour connaître les pratiques de négociation et de partenariat avec des entreprises, des grandes entreprises de l'économie classique, sans pour autant se faire absorber et perdre ses valeurs ESS? Alors, je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Inde? Oui, alors, oui, c'est bon. Je proposerais toujours un petit peu pareil de coller aux besoins spécifiques. Donc, en effet, être à l'écoute et à l'écoute du besoin et adapter sa solution en fonction de ce besoin. Pratique en négociation, je pense que c'est propre à sa formation, à ses compétences, à sa personne. Donc, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec l'exercice. Je confirme qu'il vaut mieux aller préparer en ayant mis en évidence les points clés et avoir bien préparé le rendez-vous. Par contre, d'expérience, je sais, en tout cas dans les transports, auprès des acteurs des transports, ce sont des acteurs avec beaucoup de contraintes et il faut qu'on arrive à les soulager de quelque chose, encore une fois, et de leur permettre en fait de déployer. Enfin, c'est vraiment prémâcher un petit peu le travail parce qu'ils ont des grosses structures avec beaucoup de décisionnaires. Il faut faciliter. Puis la dernière décision revient en politique. Donc, il faut faciliter tout ce processus et il faut être en effet proactif et dans l'action à la fois d'adaptation, de coller aux spécificités. Je ne vois pas vraiment d'autres axes sinon sur la négociation, c'est vraiment propre, ou bien être accompagné d'une personne qui a l'habitude de mener. Il faut avoir le lead, c'est-à-dire ne pas attendre que ce soit lui à un moment donné, parce que c'est un client, donc il faut l'écouter, connaître son besoin, mais aussi mener l'entretien, ne pas être dans cette posture de je suis un petit entrepreneur de l'ESS, pas forcément légitime, et ne pas avoir peur de parler argent, ne pas avoir peur de dire qu'en effet, si vous avez de l'ambition pour votre projet, ça va coûter plus cher. Si vous visez la gratuité pour les bénéficiaires de votre solution, par exemple, faut le dire. Je pense qu'il faut dire des choses à un moment, dès le début, qu'on sache à quoi s'attendre et se mettre vraiment en position d'égal à égal en termes de business, parce que une fois de plus, si on est convaincu qu'on apporte une solution qui va leur permettre de faire des économies et augmenter la qualité,
on est totalement légitime et il faut pouvoir se sentir à l'aise tout simplement. Merci Inde et Lucie. Est-ce que tu as des conseils? Alors après, peut-être reformuler ma question, c'est vraiment sur l'idée de se dire que quand on fait du business avec ces grandes entreprises qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs que nos structures dans l'ESS, comment se positionner pour ne pas perdre ces valeurs ESS et ne pas se faire absorber par ces grands groupes et au final ne plus être aligné avec ses propres valeurs. C'est vrai que nous, on a constaté parfois de la crainte du côté des entrepreneurs sociaux face aux grands groupes. Et après, des cas un peu d'absorption ou de cannibalisation par les entreprises, on n'en a pas vu. En tout cas, on n'en a pas constaté de notre côté. Donc, c'est plutôt une histoire de crainte. Et là-dessus, moi, je pense qu'il faut être justement très au clair avec ses valeurs et son projet et l'identité de son projet. Et c'est pas forcément quelque chose qui est évident au départ. C'est pour ça que même nous, on a évolué, on travaillait avec des structures assez jeunes. Et en fait, le programme Accélération, aujourd'hui, il encourage la collaboration sur des structures qui ont plus de 2 ans d'existence. Donc, c'est pas forcément beaucoup, 2 ans. Mais au moins, c'est de se dire, voilà, on a un projet qui est un peu mature, on sait ce qu'on fait et c'est peut-être aussi le bon moment pour aller se diversifier un peu, explorer d'autres choses, mais si on n'est pas au clair avec ses valeurs, forcément, ça va être plus compliqué. Je pense que c'est assez facile de se faire un peu des petits outils d'aide à la décision en se disant, ce partenaire, j'y vais pas. On peut se faire un peu une liste de questions fermées, je veux dire, en se disant, si j'ai 5 noms sur ce partenaire-là, j'y vais pas. Ça peut être une des choses pour essayer de se mettre au clair avec ceux avec qui on a envie d'aller ou pas. Mais il faut être capable de se décider en amont. Et puis, je te rejoins, Inde. Je pense que sur l'aspect de négociation, c'est vrai que c'est un peu propre à chacun. Je vous partage quand même un outil que moi, je suis en train de faire sur une formation, donc complètement à côté. Mais je ne sais pas si vous connaissez la méthodologie de la collaboration radicale. Et en fait, alors je ne peux pas vous expliquer, je vous laisserai aller voir sur Internet pour en savoir plus, mais ça rejoint une chose que tu as dite, Inde, c'est d'être hyper au clair sur ses intentions. C'est-à-dire qu'on joue carte sur table. De toute manière, personne ne vous mettra le couteau sous la gorge pour signer avec qui que ce soit. Donc, autant être au clair sur ses intentions. Et c'est une méthodologie de négociation qui est basée sur les intérêts. C'est-à-dire que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Au lieu de rester bloqué sur une position je veux signer ou je veux acheter une voiture, par exemple, l'idée, ça va être de plus voir les intérêts qui sont derrière. C'est-à-dire, je veux acheter une voiture parce qu'en fait, j'ai besoin de partir en vacances. Et finalement, partir en vacances, je peux le faire par d'autres moyens. C'est un peu pareil avec quand on négocie avec des entreprises, mais même avec tout type de partenaires, pas forcément privés. Mais c'est d'ouvrir un peu pour se dire qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux imaginer un projet avec une grande entreprise? Est-ce que finalement, je veux gagner de la notoriété? Est-ce que j'ai besoin de… En fait, non, c'est juste que j'ai besoin de faire du chiffre là, maintenant, tout de suite. Donc, c'est un peu de lister ces intérêts-là. D'imaginer aussi les intérêts du partenaire que vous allez rencontrer en face et puis que les croisements soient plus simples, mais de ne pas rester bloqué sur une position qui peut du coup mettre un peu fin à la collaboration tout de suite. Voilà, c'est peut-être un peu flou, mais c'est un outil que je suis en train de voir, donc je me dis que ça peut être intéressant de regarder. Si je peux ajouter quelque chose, ce qui peut aider éventuellement, c'est de faire plusieurs propositions par rapport à un contrat en disant, voilà, si vous voulez tel résultat ou telle économie, il faut investir tant pour pouvoir leur donner le choix finalement par rapport à un budget, de dire, en fait, c'est nous qui posons un petit peu le cadre à partir du moment où on a identifié le besoin et ça leur laisse du coup le choix de dire, au départ, on part un petit peu moindre en termes d'investissement et au fur et à mesure, donc rester ouvert. Et puis, en termes d'état d'esprit, il faut être positif, il faut avoir la capacité à donner envie de travailler avec nous parce que même si votre solution, elle est bonne, que vous répondez à une vraie problématique, il y a la question du fit en fait avec ses interlocuteurs. Il faut être dans la séduction et que chacun ait envie de continuer à collaborer et alors ça, c'est pas évident parce qu'en fonction des périodes, on n'est pas toujours au top. Donc, il faut à des moments se forcer un peu. Mais c'est un ensemble de choses en fait qui permettront de faire aboutir positivement le truc. Mais en tout cas, garder un état d'esprit positif, ouvert, constructif et montrer que tout seul, vous n'irez pas beaucoup plus loin et que vous avez besoin quand ils sont missionnés, ils ont envie d'y aller.
Et voilà, garder le sourire, faire plusieurs propositions. Merci beaucoup à toutes les deux. On va pouvoir prendre les questions maintenant. On a une première question de Élodie Arnouk qui est: est-ce qu'il est plus fréquent d'être dans un partenariat présenté comme tel ou une prestation de marque blanche grise où la grande entreprise est un client? Typiquement sur l'appel d'offres, comment est-ce qu'elle présente le prestataire ou service associé? Est-ce que vous avez besoin d'une précision d'Élodie pour répondre à la question? Je dirais que non, ce n'est pas besoin de précision. Je dirais que c'est à nous, dans un premier temps, de définir notre stratégie. Est-ce qu'on a envie d'être une marque forte? Est-ce qu'on a envie d'être une solution réutilisée, donc en marque blanche? Donc, c'est vraiment un choix stratégique en fonction de son marché, en fonction de ses concurrents, de se positionner de la manière la plus propice dans l'océan bleu. Donc, après, je ne sais pas dans quel secteur d'activité dans quel contexte la question est posée, mais essayer de trouver le chemin le plus court et le plus simple. Donc, il n'y a pas de mieux, c'est plus vraiment en fonction du contexte et de la situation. Je ne sais pas si je réponds correctement du coup à la question. Est-ce que c'est bon pour toi, Élodie? Oui, c'est bon. On a une question aussi de Florence de Granny Geek qui demande: peut-on demander aux entreprises avec qui on a signé comment elles communiquent sur nous en interne, et peut-on communiquer sur un partenariat si cette entreprise ne le fait pas? Moi, je dirais qu'il faut d'abord avoir l'aval pour communiquer sur cette entreprise, ne pas prendre d'initiative sans leur accord parce qu'ils risquent de mal le prendre. Les premiers temps sont un peu délicats parce qu'il faut vraiment avancer ensemble et qu'il n'y ait pas de grain de sable, je dirais. On peut toujours poser la question de comment ils communiquent sur nous ou être proactif dans la diffusion d'une communication, leur fournir les outils qui vont bien charter avec les bonnes phrases. D'ailleurs, ça, je conseille et je recommande vivement pour pouvoir ensuite diffuser votre propre message et que ce ne soit pas eux qui le construisent. Bon, parfois, ils tiennent vraiment à construire cette communication, mais juste demander d'avoir un droit de regard là-dessus. Voilà. Tout à fait d'accord. C'est vraiment leur donner, vous, vos éléments de communication. Après, à eux de les adapter parce qu'ils savent à qui ils vont aller les vendre. Donc, c'est eux qui auront la marge un peu de manœuvre pour les adapter. Et pareil, pour ce qui est de la sorte, moi, je sais que j'avais demandé à une des entreprises si c'était possible de communiquer sur une piste de projet. Et heureusement que je l'ai fait parce que la réponse, c'était non, 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 avec tous les process de confidentialité, d'innovation, etc. C'est des mesures de sécurité, je pense, qui sont un peu standard dans certaines entreprises, mais voilà, donc bien prendre la précaution de demander en avance. Ce serait dommage de se griller un peu pour un truc comme ça. Merci. On a une question aussi de Lucie qui demande s'il existe des outils, des méthodologies pour construire, clarifier sa proposition de valeur. Est-ce que vous en connaissez, Lucie et Inde? Ça, je pourrais peut-être regarder plus précisément ce qu'on utilise. Je sais qu'on a utilisé la maison des messages, notamment. Et puis je regarderai s'il y en a d'autres que je peux vous renvoyer peut-être à la fin avec les slides. Je sais pas, Ine, si toi tu en utilises. Moi, je n'ai pas d'outils spécifiques, mais je préconise vivement le brainstorming, le travail de l'intelligence collective autour d'une problématique ou tout simplement rechercher la fonction de notre solution pour pouvoir établir la promesse. Alors moi, j'ai eu beaucoup de mal parce que comme on adresse plusieurs cibles au sein de Faciligo, des seniors, des personnes en situation de handicap, des enfants, des parents d'enfants séparés ou encore des personnes invalides temporaires, on ne s'adresse pas à un ensemble de la même manière parce que chacune a ses problématiques. Et donc, avoir une promesse qui regroupe, qui répond à l'ensemble, c'est souvent compliqué. Alors, je pense que d'ailleurs, sur notre site, la promesse n'est pas géniale actuellement, mais on travaille justement à réfléchir à où est-ce qu'on veut être dans 5 ans, dans 6 ans, qui on veut être pour pouvoir faire une projection et partir de la fin, dans 5-6 ans et remonter en fait pour pouvoir aller vers une communication la plus fluide, la plus simple. Donc l'outil matière grise.
Merci. On a une question aussi de Mathieu qui pose la question de la bonne porte d'entrée pour travailler avec les grands groupes. Est-ce que la meilleure porte d'entrée, c'est la RSE ou non? C'est une porte, mais en fonction de la stratégie de l'entreprise, est-ce que c'est uniquement de la communication ou une vraie volonté? Là est la question. Donc, il faut vraiment savoir, étudier ce groupe ou cette entreprise pour savoir si c'est une véritable implication ou c'est le contexte aujourd'hui qui les contraint à. Je pense que toutes les portes qu'on peut pousser, il faut les pousser pour pouvoir avoir toutes ces chances. Euh, mais ne pas se limiter surtout. Et je pense que cet aspect-là va prendre de plus en plus d'importance et du coup, ça va le devenir. Mais après, sur quelle durée, je ne sais pas. En combien de temps? Oui, je suis d'accord. Et puis, c'est vrai que ça dépend pas mal des entreprises et ça peut mettre du temps aussi d'identifier la bonne personne. Nous, on s'en rend compte parfois, c'est qu'on avait beau avoir la personne ou le poste, on disait c'est exactement la problématique. En fait, la personne peut aussi tout simplement ne pas être intéressée ou ne pas avoir le temps. Et ça, parfois, on met du temps à s'en rendre compte et c'est un peu frustrant. L'aspect RSE, je pense que c'est pertinent parce qu'il y aura certainement une sensibilité à vos sujets. Mais parfois, dans certaines entreprises, il n'y a pas de département RSE en soi où la stratégie, elle n'est pas du tout affirmée. Et dans ce cas-là, il faut passer par le département plutôt RH ou innovation ou d'autres sujets. Mais c'est vrai que c'est ça qui prend un petit peu de temps à investiguer, en effet. Merci Lucie. On a ici une question de Elodie qui demande si vous avez des conseils pour pricer une innovation quand le grand groupe n'a pas d'équivalent pour comparer mais qu'il a besoin de confirmer et vérifier. Oui, il y a une méthode qui consiste à identifier l'économie que on leur permet de réaliser. Je prends l'exemple d'Orly. La prise en charge d'une personne à mobilité réduite dans l'aéroport coûte 50 € par personne en intégrant toutes les charges. Et là, on va pouvoir identifier l'économie qu'on va pouvoir leur réaliser sur un certain nombre de prises en charge à l'année, rapporter à l'investissement que nécessite le développement de notre solution, technique, technologique, ressources humaines, etc., plus une marge pour pouvoir réinvestir, etc., et trouver le lien entre, rester en dessous du coût qu'ils payent, leur permettre une économie, mais ne pas se mettre dans une idée de prix tout seul. Il faut vraiment partir d'un point de départ qui est qu'est-ce qu'on leur fait gagner. Et à partir de là, tabler en fonction de ces charges sur un prix qui est intéressant. Et quoi qu'il arrive, ce sera facile à vendre dans la mesure où vous allez leur faire une économie. Et tout en augmentant, si possible, la qualité ou l'impact. Donc, en termes d'image, pour eux, c'est bénéfique aussi. Rinde, est-ce que Lucie, toi, non, tu n'as pas de conseils? Non, je n'ai pas plus d'éléments que ce qu'a dit Inde, qui est très pertinent, je trouve. Merci à toutes les deux. Est-ce qu'il y a des dernières questions des participants et des participantes dans l'onglet Converser? On m'a demandé si j'étais basée à Montpellier. Oui, pour répondre à la question, je suis bien basée à Montpellier, dans le sud. Mais on travaille sur tout le territoire. Donc, je me déplace assez régulièrement. Merci. On peut donc conclure avec, je vais demander à Inde et Lucie de nous donner un bon conseil. S'il fallait retenir une chose de notre échange, qu'est-ce que ce serait? Ce serait quoi la chose à retenir selon toi, Inde? Que dans un contexte, lorsqu'on travaille en B2B, qu'on ait une petite structure de l'ESS ou pas, lorsqu'on est porteur d'une innovation et qu'on a l'impression de ne pas faire le poids à côté de ces grands groupes, déjà s'enlever ces barrières qu'on se met tout seul, partir du principe où on leur apporte, on les soulage quelque part sur certaines questions. Je dirais que c'est un peu une course de fond, donc il ne faut pas s'épuiser très vite. Donc, il faut avoir dès le départ l'idée que c'est un parcours qui faut pas être pressé. Enfin, tout dépend vraiment de la solution qu'on amène et à qui on s'adresse. En tout cas, ce qui est le cas aujourd'hui pour nous, c'est qu'on adresse des transporteurs soumis à des décisions de collectivité, etc. Donc, ce sont des process très longs. Je dirais qu'il faut être en capacité, il faut être résilient, il faut
vraiment rester en veille et garder le lien parce que c'est très long et il ne faut pas couper la relation avec ce grand groupe. Et si on poursuit ce travail, même si ça prend 1 an et demi, 2 ans, ça finit par payer et par aboutir. Donc de la patience, de la résilience, persévérance, je dirais, et faut y croire, quoi. Faut y croire, même si des fois ça paraît compliqué. Merci beaucoup. Lucie, est-ce que tu as une chose à retenir, à partager, s'il fallait retenir une chose? Peut-être pour les autres dont les grandes entreprises ne sont pas forcément le cœur de cible, c'est de vous poser aussi la question de est-ce que c'est le bon moment pour explorer des potentiels partenariats avec les grandes entreprises. On rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui ont des offres à destination d'autres parties prenantes, mais aussi pour solidifier ou pour diversifier un peu le modèle économique, se tournent vers les grandes entreprises et c'est une très bonne idée, enfin, c'est plutôt sécurisant, c'est de se dire est-ce que c'est le bon moment, est-ce que vous êtes assez sûr de votre projet, est-ce que vous avez aussi la disponibilité mentale en temps, en argent pour consacrer ce temps-là, parce que comme tu l'as dit Inde, ça prend du temps d'adapter son offre, de correspondre aux besoins de l'entreprise, ça prend beaucoup de temps à explorer. Donc voilà, est-ce que c'est le bon moment pour vous et en effet, ça prend du temps. Les partenariats que je vous ai cités tout à l'heure, il y en a qui ont émergé en 2018 et qui se concrétisent aujourd'hui. Et c'est des super beaux projets. Vraiment, ça vaut le coup. Donc, il faut un peu s'acharner, comme tu l'as dit, persévérance. Voilà, c'est le maître mot. Super, merci Lucie, merci Inde, merci à toutes les deux pour ces échanges vraiment très inspirants, enrichissants pour nos participants et nos participantes. Ce webinaire est de toute façon enregistré, donc vous pourrez retrouver le webinaire en replay sur la chaîne du Move. On pourra aussi vous envoyer, si Lucie et Inde le souhaitent, le contact de Lucie et de Inde et des informations sur leur structure. Ce que je vous invite aussi à faire, c'est de bien suivre le programme que je vous mets dans l'onglet Converser de notre semaine Femmes Impact, qui est à son 3e jour. Mais vous pouvez retrouver nos podcasts, nos webinaires en replay sur notre chaîne YouTube, mais également prendre rendez-vous avec des experts. Et cet après-midi, pour nos entrepreneurs d'Auvergne-Rhône-Alpes, je vous invite à venir avec nous à notre rendez-vous d'affaires Impact, un rendez-vous qui est dédié à justement à permettre aux entrepreneurs entre elles, donc pas avec des grandes entreprises, mais entre entrepreneurs, de partager leurs offres, de partager leurs recherches en termes de prestataires et de fournisseurs pour essayer de faire émerger des opportunités d'affaires et de l'interconnaissance entre entrepreneurs. Je vous remercie à toutes et à tous et je vous souhaite une très très belle journée et une très belle après-midi. Merci à tous. Merci à vous pour l'organisation de ce webinaire.